tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la démocratie sur le continent africain. Mais avant de rejoindre mes invités, le journaliste Valentin Bougueng et le politologue Dr William Ablonon, je vous propose d'écouter les explications d'Eli Loussouko. Bonsoir Fatim, bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. On entend et on prononce très souvent ce terme démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quelle est son origine? Remontons à la Genèse. La démocratie est née en Grèce, dans la cité d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Du grec démos, qui veut dire peuple, et kratos, pouvoir. Ce mot traduit l'idée du pouvoir du peuple exercé par le peuple sans distinction de naissance, de fortune ni de capacité. Qui sont les pères de la démocratie? Au 8e siècle avant Jésus-Christ, la cité-État Athènes est gouvernée par un petit groupe de puissants aristocrates. Les plus méritants, l'élite, les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves sont exclus de la gestion de la cité. Mais des réformateurs vont affaiblir la puissance de l'aristocratie du 7e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dracon, Solon, Clisthène et Périclès finiront par imposer un nouveau régime politique aux Athéniens. De la cité d'État Athènes à aujourd'hui, ce système a évolué. Il existe désormais différentes formes de démocratie, entre autres la démocratie directe. Ici, le pouvoir est exercé directement par les citoyens, et la démocratie représentative. Ici, les citoyens élisent des représentants qui votent les lois et contrôlent éventuellement le gouvernement. On parle alors du Sénat et du Parlement. Si chaque État a le droit souverain de choisir et déterminer librement ses propres systèmes politiques socioculturels, les principes de base de la démocratie ne changent pas. La laïcité, l'égalité, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, le respect des libertés fondamentales, entre autres, la liberté d'expression par le vote des citoyens, la liberté de la presse. Certes, la démocratie gagne du terrain dans le monde, mais de nombreuses personnes sont encore privées de liberté dans des régimes autoritaires qui manient à dessein la peur et la répression. Merci Eli. Bonjour Valentin. Bonjour Fatim. Bonjour William. Bonjour Fatim. Et merci de nous recevoir au sein des éditions du Serap. Merci. Alors, Valentin Bougueng et Dr William Ablonon, je suis ravie de faire cette émission avec vous au sujet de la démocratie sur le continent africain, un sujet très concernant. J'aimerais qu'on remonte à la période coloniale qui a déclenché dans la plupart de nos États la revendication d'élections libres, s'appuyant sur le modèle démocratique. Mais dès les indépendances, les partis uniques s'imposent très vite un peu partout. Comment l'expliquez-vous, Valentin Bougueng? Les partis politiques deviennent partis uniques dès l'indépendance pour au moins deux raisons. La première est la suivante, eh bien, lorsque les premiers gouvernants arrivent, ils se disent, ils invoquent l'idéologie du rassemblement, de l'unité nationale, de la nation à construire, qui nécessiterait donc la mobilisation de toutes les énergies. Donc pour eux, il s'agissait de fédérer toutes les énergies autour donc, de la construction nationale et du développement économique de ces territoires qui avaient été saignés à blanc par la colonisation. Bon, le deuxième motif aussi, c'est le fait que c'est l'instrumentalisation en fait que les anciennes parties coloniales ont fait de l'indépendance acquise par ces pays. Eh bien, ils ont lâché du lest d'un côté, mais tout en espérant encore participer à la vie politique de ces pays, et ils n'ont pas vu d'un mauvais œil du tout le fait que le pouvoir naissant puisse s'accaparer toutes les ressources, et avec l'affiliation de ces pouvoirs à l'ancienne puissance coloniale, il était plus facile de continuer dans l'espèce de pacte colonial qui les liait bien avant l'indépendance et perpétuer ainsi leur domination par la suite. Donc c'est une situation qui a arrangé finalement les anciens pays colonisateurs et les nouveaux chefs d'État africains. Oui, il faut peut-être ajouter que ça a été quand même une aspiration collective. Quand vous lisez les intellectuels de cette époque, tous voulaient le parti unique, même les intellectuels, parce qu'ils pensaient que c'était la condition pour que la diversité de nos peuples, le fait que nos États soient des États multiethniques ne pose pas de problème. Donc, il fallait construire un consensus national tel qu'on l'a construit pour acquérir, dans une certaine mesure, l'indépendance. Donc, il fallait continuer
à rassembler le peuple. Donc même les intellectuels étaient favorables à cette démarche qui, à l'évidence, s'est avérée une grosse erreur historique. Alors, on a un autre moment, on va dire, de sursaut démocratique, c'est dans les années 90 avec l'avènement du multipartisme, qui a suscité beaucoup d'espoir. S'il fallait dresser le bilan de cette expérience, que retenir et surtout a-t-elle été concluante? Quel est le bilan après une trentaine d'années, on va dire? Eh bien, c'est un bilan assez mitigé. Vous avez ceux qui vont voir le verre à moitié plein et puis d'autres qui vont voir le verre à moitié vide. Il y a eu des avancées démocratiques certaines, il y a eu le pluralisme politique, il y a eu la constitutionnalisation des droits et libertés fondamentales, il y a eu des élections régulières, il y a eu au titre des avancées, et ça, ce n'est pas des moindres, eh bien, le fait qu'aujourd'hui, la mentalité de la prise du pouvoir par la force est en train de reculer au profit donc de la cession au pouvoir par des voies démocratiques. Nous avons hérité en fait d'une démocratie formelle. Ça, c'est le bilan, parce que presque dans tous les pays, vous avez un multipartisme, enfin, vous avez plusieurs partis, vous avez une relative libéralisation de l'espace politique ou l'espace public, donc on peut avoir des élections, et puis vous avez la Constitution qui est plus ou moins respectée dans tous les pays, parce qu'avant les années 90, il y avait des États où il n'y avait même pas de constitution, ou du moins elles étaient modifiables tous les matins. Donc vous avez une justice constitutionnelle qui s'est plus ou moins instaurée. Vous avez eu des tentatives de contrôle de l'action gouvernementale avec des parlements, enfin, qui sont des chambres d'enregistrement pour la plupart, mais bon, elles existent quand même, elles font semblant de faire le boulot. Et puis vous avez une liberté. Dans certains pays, vous avez une relative liberté d'opinion. Mais tout ça reste de la démocratie formelle parce qu'en réalité, la vraie démocratie reste à conquérir. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans tous les pays, quoi qu'on dise, il y a toujours une emprise de l'exécutif sur tout le système politique des pays, aussi bien sûr la législation, enfin le vote des lois, que le contrôle de l'action gouvernementale, qu'on ne peut pas faire dans certains cas. Vous avez ceux qui sont au pouvoir, qui ont la capacité de gérer l'État de façon patrimoniale, tout leur appartient. Il y a des pays dans lesquels on continue de confondre les caisses de l'État avec les caisses des dirigeants. Donc je pense que la démocratie pour l'instant reste très formelle, mais on peut déjà considérer que c'est un point de départ et que le reste devrait être conquéri parce que quoi qu'on dise, la démocratie est toujours le fruit d'un long processus historique. Donc ce serait exagéré de vouloir que nous soyons déjà dans de grandes démocraties. Revenons aux constitutions. Vous parlez d'une démocratie formelle. Dès les indépendances, ce sont finalement des copies des constitutions qui existent déjà dans les pays occidentaux, notamment la France pour les pays francophones. 60 ans après, pour quelles raisons les États africains n'ont pas réadapté les constitutions ou les institutions des pays occidentaux à leur réalité sociologique, historique et culturelle? Comment se fait-il que donc, après tant d'années, après 6 décennies pratiquement d'indépendance pour au moins les 17 pays africains qui accèdent à l'indépendance en 1960, comment se fait-il donc qu'après tant d'années, on en soit encore à copier-coller? Mais il faut dire que les choses ne se sont pas passées de façon linéaire. Il y a, lorsqu'on parle de mimétisme culturel, il y a aussi l'aspect, en dehors de l'importation, il y a eu en fait un double phénomène. Il y a le phénomène de l'importation mimétique des constitutions qu'on a décrit suffisamment, et puis par la suite, il y a des tentatives d'endogénéisation de ces processus-là qui ont finalement accouché de systèmes politiques assez hybrides et dont on ne peut pas dire totalement qu'ils ne sont pas adaptés au contexte local. Ces processus ont été en réalité instrumentalisés pour servir des intérêts au détriment peut-être de les rattacher foncièrement donc aux coutumes, aux réalités locales pour qu'il en sorte quelque chose en termes de dividendes démocratiques. Parce que c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez. La démocratie, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour accomplir une fin qui est notamment l'amélioration, le bien-être des populations. Prenons un exemple concret. Par exemple, l'instauration d'un Sénat. On sait, par exemple, en France, que l'histoire du pays même et le Sénat, ça fait des siècles, sous d'autres formes qu'il existe.
on va dire l'impact des collectivités locales aussi peut justifier peut-être son existence. Mais sous nos tropiques, quel est l'intérêt, quelle est la logique institutionnelle de prendre ce type d'institution qui peut-être ne cadre pas à nos réalités? Alors, je pense qu'il faut remonter aux années 90, parce que quand les processus démocratiques commencent en Afrique à la fin des années 80, donc début 90, notamment avec la Conférence nationale du Bénin, et puis enfin, un peu avant avec les réformes en Guinée, je pense que rapidement, il y a eu un processus de récupération. Le processus de récupération, dont l'acte fondateur, ou du moins l'acte le plus symbolique, a été le discours de la boule. À partir de là, les puissances occidentales ont essayé de récupérer les mutations politiques en Afrique, ce qui se passe pour pouvoir mieux contrôler. Parce que n'oublions pas un fait, les Africains ont peut-être eu le malheur de commencer la démocratie quand, à la fin de la guerre froide, on a considéré que la démocratie libérale venait de triompher de toutes les autres formes de gouvernance, et à partir de cet instant, on rentrait dans une fin de l'histoire, comme le dit Francis Fukuyama, c'est-à-dire on rentre dans une pensée unique. Donc, on ne peut plus faire autrement les choses. Il faut faire exactement, tout le monde doit concevoir la démocratie de la même manière. Et c'est cet art que nous trimballons aujourd'hui, parce que vous avez toutes ces institutions qui se portent garant pour observer comment est-ce que vos lois sont fabriquées, comment est-ce que vous construisez votre constitution. Et ces gens ne vous permettent que de reproduire ce qu'ils ont fabriqué chez eux et qui ne marche même pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on est dans un système où on est obligé, on est dans une forme de moule où personne ne peut innover réellement. Lorsque vous prenez même les grands pays démocratiques, les pays développés, ils sont pratiquement les mêmes constitutions. Il n'y a pas aujourd'hui d'innovation en la matière, il n'y a plus d'imagination politique dans ce domaine. On est dans la fin de l'histoire, comme le disait l'autre. Le Sénat, en réalité, est une institution particulière. Puisque vous prenez ce cas, le Sénat, c'est toujours pour faire avancer la décentralisation. Donc, ce n'est pas une institution superflue. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une institution qui permet, en fait, d'ancrer les processus de décentralisation. Donc, c'est vrai qu'il y a des débats là-dessus. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est une institution supplémentaire, etc. Mais c'est une institution qui a un rôle. Alors qu'il joue mal son rôle, ça, c'est un autre fait. Mais sinon, d'un point de vue théorique, c'est une institution qui a sa légitimité. Alors, on va rester encore sur les exemples liés à la Constitution. On sait que c'est aussi l'ensemble des règles qui déterminent les conditions d'attribution du pouvoir et de son exercice, notamment la durée d'un mandat et son nombre. C'est un sujet qui cristallise les tensions sur le continent, généralement. On est tous conscients que l'Afrique doit relever de nombreux défis imminents et sur le long terme. Est-ce que, très sincèrement, monsieur, on peut prendre des mesures efficaces avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois? Peut-on vraiment faire une véritable planification et relever tous ces défis sur le continent africain, avec ce type de mandat qui ne correspond peut-être pas à nos réalités? Il y a, voyez-vous, Fatim, des confusions qui ont été faites pendant que le processus dans le cheminement vers la démocratie s'effectuait en Afrique. La première confusion, c'est de croire que la limitation ou non des mandats est une donnée fondamentale, en tout cas, et même exclusive, pour pouvoir qualifier de démocratique ou non un régime politique. Ce qui n'est pas vrai, parce que si on prend juste le cas le plus proche de nos systèmes politiques, qui est le cas français, vous verrez bien que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les mandats étaient indéfinis, c'était des septennats renouvelables à merci, et si M. Mitterrand n'a pas fait plus que 2 mandats, c'est certainement en raison de sa santé. M. Chirac, pareillement. Donc, tout était ouvert. Est-ce qu'à ce moment-là, on disait pour autant que la France n'était pas un pays démocratique? Non. C'est vrai que dans la Constitution, cela ne l'était pas, et qu'on nous rétorquera ceci, bon, il faut, dès lors que la Constitution le dit, il faut le faire. Mais on vient d'évoquer tout à l'heure le mimétisme constitutionnel qui a été fait. Est-ce que, fondamentalement, le fait de limiter ou non les mandats produit la démocratie ou non? Est-ce que c'est un saut qualitatif ou non? L'expérience historique nous montre que non. C'est-à-dire que ça, c'est une première confusion. L'autre confusion, c'est aussi par rapport, on a souvent pensé que plus
un parti reste au pouvoir et plus c'est mauvais pour la démocratie. Là aussi, c'est faux. C'est pas, en tout cas, historiquement, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on prend le cas du Japon, par exemple, le Japon, qui est aujourd'hui, c'est une grande puissance économique, certes, mais aussi cité parmi les grandes démocraties du monde, eh bien, le Japon a fonctionné pendant près d'un demi-siècle, sinon plus, avec un seul parti politique, qui est le PLD, le Parti libéral-démocrate, qui est resté au pouvoir pendant toutes ces années. Et ces années ont correspondu pratiquement avec les années de prospérité du Japon. Vous prenez, pour rester toujours dans la péninsule asiatique, vous prenez un pays comme Singapour, où son premier ministre, Lee Kuan Yew, plutôt, est resté au pouvoir pendant 31 ans, c'était une trentaine d'années. Et pendant ces 30 ans, on a vu le résultat, on est passé d'une cité, Singapour est passé d'une cité des pêcheurs à une puissance économique et commerciale florissante, parmi les meilleures d'Asie et du monde aujourd'hui. Donc c'est pour dire que ces confusions, il faut cesser de les faire et se dire que la limitation du nombre de mandats, historiquement, historiquement en Afrique, ça a pu faire penser que c'était un saut qualitatif vers la démocratie. Ce n'est pas véritablement le cas. Certes, les constitutions le disent, mais il faut voir aussi au niveau de la constitution. Est-ce qu'il faut forcément faire comme les autres? Est-ce parce que la France a dit que désormais c'est 2 mandats que dans nos constitutions, il faut dire non, c'est 2 mandats, sinon rien? Est-ce que c'est parce que tel pays, les États-Unis ont dit c'est 2 mandats et rien, qu'il faut que dans nos pays, qu'on puisse le faire et que s'il y a un dirigeant qui est capable de nous porter plus haut les dividendes dont je parlais, qui est capable de nous faire collecter davantage des dividendes, qu'on dise non, eh bien, c'est 2 mandats et puis vous partez. C'est ça la question. Mais si tant est que ces dirigeants fassent ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils fassent en sorte que le pays, la population soit plus épanouie, se relève. Il y en a qui restent au pouvoir ad vitam aeternam, mais quand on fait le bilan de leur présence, oui, c'est de cela que nous parlons. S'ils restent et que les procédures démocratiques sont telles qu'on puisse aller à de vraies élections, parce que là aussi on reviendra sur l'aspect électoral, parce qu'on a souvent cantonné les démocraties africaines au seul volet électoral. La démocratie électorale, ça ne suffit pas pour que ce soit des démocraties qui fonctionnent. Dès lors que les processus démocratiques fonctionnent normalement, qu'il y a des élections honnêtes, transparentes, libres, dès lors que tout ceci existe, eh bien, ça donne la possibilité aux citoyens de choisir, de révoquer ou de reconduire les dirigeants qu'ils veulent. Donc la sanction du vote. Je pense qu'il faut peut-être un peu nuancer ce qu'il dit parce que c'est un fait que la limitation du nombre de mandats n'est pas un principe démocratique. C'est pas, dans une démocratie, le peuple choisit ses dirigeants. Donc le peuple peut décider de reconduire le même individu ad vitam aeternam. Si ça ne le dérange pas. Mais il y a une réalité aussi. La démocratie est un fait social. La politique est un fait social, c'est-à-dire tout ça se passe au sein de sociétés dont il ne faut pas ignorer les réalités. En Afrique, malheureusement, ce n'est quand quelqu'un est au pouvoir, c'est un clan qui est au pouvoir. Donc ce n'est pas que soient les formes, les modalités d'accession au pouvoir, c'est toujours un clan qui dirige. Alors, au détriment, bien sûr, d'un autre camp, même, et des autres camps d'ailleurs. Donc, lorsque vous éternisez, quelqu'un s'éternise au pouvoir, vous imaginez, c'est des frustrations qui s'accumulent dans les autres camps. Et c'est en cela que c'est très nocif pour la cohésion sociale qu'un même individu s'éternise au pouvoir. Simplement parce que nos réalités sociales sont telles que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre que la démocratie fasse abstraction de la limitation du nombre de mandats. Mais en même temps, ça pose un autre problème parce qu'en réalité, nous avons fait des choix constitutionnels qui sont erronés, qui sont mauvais, mais on n'a pas le courage de sortir de ces choix. Parce qu'en réalité, lorsque les Occidentaux, qu'on l'on veuille ou pas, c'est eux qui ont pensé les choses, lorsqu'ils théorisent la démocratie représentative, dans leur tête, ils ont en idée le parlementarisme. Or, nous avons des régimes présidentiels, où le chef de l'État, en même temps, conduit les affaires publiques. Le chef de l'État, en tant que président de la République, conduit les affaires publiques. C'est lui qui gère le pays. Or, dans les régimes parlementaires, c'est le Premier ministre qui gère les affaires publiques et le président a un pouvoir symbolique. Et justement, c'est ce qu'il aurait
fallu engager en Afrique pour permettre qu'il y ait des compétences qui continuent de gérer les affaires sans que le peuple ne soit, ou du moins sans que certains camps ne soient frustrés. Mais aujourd'hui, le même individu conserve tous les pouvoirs et c'est lui qui il est président, il gère le pays, il gère les affaires. Et puis finalement, on a l'impression que c'est un seul camp qui monopolise le bien public. Alors, en un peu plus de 15 ans, l'Afrique a enregistré une bonne quinzaine d'initiatives de modification des constitutions. Messieurs, face à tant de flexibilité, finalement, on se demande quelle est la valeur d'une constitution sous nos tropiques? La constitution, on va dire, c'est un peu comme l'acte fondateur du pays. C'est la loi suprême. Vous parlez ainsi. C'est la loi suprême dont toutes les autres lois doivent découler, toutes les autres lois internes doivent découler de cette loi suprême. Il faut la respecter. Mais le propre même d'une constitution est de pouvoir être changée. La constitution, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas un texte sacré. Et justement, dans toutes les constitutions, vous avez des dispositions qui prévoient donc ce qu'il faut faire, qui prévoient non seulement la révision, mais également ce qu'il faut faire, la procédure à suivre pour réviser les constitutions. Ce qui est en cause, par contre, ce qui est en cause, c'est l'instrumentalisation des révisions constitutionnelles à des fins de conservation illimitée du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Mais sinon, quand tu as dit est-ce qu'on révise ou pas, je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Si on révise une constitution pour la parfaire, il n'y a pas de problème. Mais si on révise une constitution avec pour arrière-pensée, donc de l'instrumentaliser, eh bien ça pose problème et c'est ce qui arrive dans la plupart des pays africains aujourd'hui. J'aime bien l'expression de l'acte fondateur. Vous imaginez un individu qui change date de naissance tous les matins. Et c'est exactement ce que nous avons en Afrique. On a des États qui changent date de naissance, c'est-à-dire on change la Constitution comme on veut, au gré des intérêts. En réalité, le modèle parfait, c'est le modèle américain. Les États-Unis n'ont jamais changé de constitution depuis 1779, je crois. Jamais changé de constitution. Et pourtant, ça n'empêche pas le progrès. Messieurs, la démocratie repose principalement sur la volonté du peuple. Mais sous notre tropique, comment définir ce peuple quand on sait, vous le disiez tout à l'heure, que ce sont des pays avec une multitude d'ethnies représentées? Comment définir le peuple sur le continent africain dans nos États? Alors, de façon générale, on considère que le peuple, c'est l'ensemble des individus qui vivent sur un territoire, de façon générale. Maintenant, d'un point de vue politique, c'est l'ensemble de ceux qui vivent sur le territoire. Mais en même temps, il faudrait que cette notion aille plutôt vers la notion de nation. Parce qu'en réalité, on est dans des démocraties, donc c'est la souveraineté nationale et non la souveraineté populaire, parce que la souveraineté populaire suppose que c'est le peuple qui dirige, mais national, ça signifie qu'on confère le peuple, confère le pouvoir à des dirigeants, à des gens qui dirigent en son nom. Mais chez nous en Afrique, on nous a tellement fait croire que, parce que nos sociétés sont multiethniques, etc., que nous avons un problème de cohésion sociale. Or, en réalité, dans tous les pays, il n'existe pas un seul pays au monde où vous avez le même peuple. Ça n'existe nulle part. Vous allez en France, vous avez des Bretons, des Ch'tis, tout ce que vous voulez. Aux États-Unis, des gens sont dans dans les États fédérés. Et puis, donc, la diversité est une donnée intrinsèque du peuple. Le peuple est toujours divers. Mais chez nous, ça pose problème. Ça pose problème parce que nous n'avons pas encore construit cette conscience nationale. Et c'est là où tout le problème est. C'est là où je pense qu'aujourd'hui, la démocratie africaine a encore beaucoup d'efforts à faire parce qu'en réalité, elle met en cause l'État. Parce que quand on parle de peuple en Afrique, au fond, c'est la question de l'État même qui est posée. Ce qu'il faut dire, c'est, je pense, deux choses. La première, c'est que la notion de peuple, c'est une notion polysémique, c'est-à-dire que selon qu'on est politologue, selon qu'on est juriste et tout, chacun a sa définition du peuple. Ce qui pose problème à ce niveau-là, en réalité, c'est l'instrumentalisation de la notion de peuple par des politiciens. Parce que le politicien aussi a sa définition du peuple. Alors tout le monde prétend travailler pour le peuple juste parce que la définition initiale de la démocratie, après celle donc, du pouvoir du peuple qu'on a hérité de la démocratie athénienne, eh bien la définition qu'en donne Lincoln, par exemple, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qu'on retient généralement. Alors tout le monde se réclame du peuple généralement pour faire n'importe quoi. C'est ça qui pose problème. Maintenant, l'autre point, c'est au niveau de la nation. Au niveau des États africains, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, l'État a précédé la nation.
On a créé d'abord une forme d'architecture étatique, structurelle, avec tout ce qu'il faut, toute l'architecture qu'il faut, tous les démembrements et autres qui ont l'air de fonctionner. Mais tout ceci, on n'a pas pu, l'État a précédé la nation en ce sens qu'on n'a pas pu convertir jusqu'ici toutes ces influences, toute ces synergies, toute cette diversité. On n'a pas pu les convertir pour en faire véritablement des nations dignes de ce nom. Et c'est là où il y a un gros problème parce que la fragilité de la Constitution nationale entraîne également un effondrement, en tout cas un effritement continu de l'État et alimente beaucoup de déviances qu'on constate aujourd'hui. C'est la fin de cette émission, du moins la première partie de cette émission consacrée donc à la démocratie sur le continent africain. La semaine prochaine, on reviendra sur les acteurs politiques, hein, c'est-à-dire les dirigeants, l'opposition, et puis on va aussi parler un peu du peuple. Messieurs, merci pour votre contribution. On se retrouve samedi prochain à 14h30, toujours sur RTI1.